les Alpes, le Léman et ses historiques bateaux à aubes. Mais aujourd'hui, pas de tourisme local. Nous ne sommes pas là pour vous parler de poissons d'eau douce, mais plutôt de poissons de mer. Bonjour madame. Bonjour. Vous aimez le poisson? On a les filets de rouget, vous avez du bar de ligne, d'autres lieux noirs, filets de marlin, filets de vieille, des bars en portefeuille. C'est les mêmes barres de ligne, mais on les ouvre en portefeuille. Du lieu jaune, le saumon de Normandie. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, au revoir. À vous aussi. Vevey, 10h du matin. Bienvenue dans le monde merveilleux des poissons de mer méconnus. Depuis à peine une année, on trouve en Suisse pour la première fois des poissons estampillés Mr. Good Fish, une démarche visant à valoriser la diversité et la saisonnalité des produits de la mer. Et oui, les poissons comme les fruits et légumes, eux aussi, ont des saisons. Et le marlin, tu l'as mis en filet là? Ouais, on avait un beau marlin, 1,20 m pour 18 kg. 18 kg? Ouais, tout à fait. Une belle pièce comme ça. Une trentaine de minutes pour sortir le poisson en entier. Pour sortir le dos, les filets, la nuque, les joues. Ah ouais, il est beau, hein. Il y a un beau rostre. Ouais, vraiment une belle pièce. Ouais, c'est top. Pour garantir qu'un poisson de mer est vraiment durable, il faut tout d'abord changer de paradigme. Si vous voulez, on travaille dans l'autre sens. Et ça, c'est vraiment important pour nous. On ne travaille pas du consommateur qui a une certaine demande pour ensuite trouver ce qu'il a besoin et le vendre. On trouve d'abord le produit, c'est-à-dire on regarde ce qui est débarqué. Et ensuite, on le propose au consommateur en lui disant « En ce moment, c'est ça qui est pêché, c'est comme ça que c'est pêché, c'est la saison de tel produit. » On vend ce que la nature donne, ce que le pêcheur débarque, ce que la météo permet aussi, puisque parfois la météo est trop difficile pour aller pêcher, donc on sait qu'on a beaucoup moins de poissons, on a plutôt du poisson de filet et pas du poisson de ligne. C'est comme ça. Bonjour! Savez-vous que nous avons tendance à toujours consommer les mêmes espèces alors qu'il en existe une multitude dont la ressource est durable? Penser différemment, c'est donc le leitmotiv de Mr. Good Fish. Mais d'où vient ce monsieur poisson? Départ dans le nord de la France, sur la côte d'Opale. La Manche, où par beau temps, nous dit-on, on peut même voir les côtes anglaises. C'est ici qu'est né ce drôle de bonhomme dans l'aquarium géant de Boulogne-sur-Mer. Mr. Good Fish, c'est un programme européen qui a été lancé en 2010 par Nausicaa, le Centre national de la mer pour la France, l'aquarium Finisterrae en Espagne et l'aquarium de Gênes en Italie. Et donc le but, c'est de sensibiliser les consommateurs à l'importance de choisir les bonnes espèces en fonction de la saison, de la taille et aussi de l'état de la ressource. Ce label se base sur 2 références scientifiques du monde marin que sont l'Ifremer en France et le CIEM européen. Mais pour les gens de Nausicaa, vivre à Boulogne-sur-Mer, plus grand port de pêche français, c'est rester en contact direct avec le monde de la mer chaque jour, voire même chaque nuit. « 3 heures du matin, les premiers chalutiers débarquent leurs marchandises après plusieurs jours de pêche sur le littoral anglais. C'est quoi dans ces caisses? La sardine. Là, c'est l'époque de la sardine, oui, à partir de la mi-mai. Et la saison, ça se cadence comment? Jusqu'à fin juin à peu près. Et après, on va sur le maquereau après. Cette nuit, ce sera plus de 10 tonnes de sardines et 15 tonnes de maquereaux qui vont rejoindre la halle à marée. Mais aussi quelques poissons avec des noms, disons, un peu particuliers. Le taco, c'est plus l'hiver. L'hiver, c'est l'encorné, taco, merlan, gabillot. Ça veut dire qu'on ne le sait pas, nous, chez nous en Suisse, comme pour les légumes, il y a des saisons. Il y a des saisons, puis surtout dans l'alimentation, il faut respecter les saisons. Parce que manger un poisson qui n'est pas de saison, ça veut dire une destruction ou de l'exportation qui n'est pas nationale, quoi.
À cette saison, la nuit s'écoule lentement dans le port de Boulogne. Au fur et à mesure, d'autres bateaux débarquent, avec à leur bord un florilège des merveilles de la diversité marine. Des tacos. C'est la famille du merlan, d'arrêt. Ici, roussette. La roussette. Le chien cher. Et après, tout le reste, c'est sardines. Si les sardines sont prisées des consommateurs, ce n'est pas forcément le cas de toutes les espèces. Éviter le gaspillage, une des priorités chez Mr Goodfish. Le pêcheur, du coup, ça lui permet de valoriser tout ce qu'il ramène, tout ce qui débarque dans ses filets. Donc, plutôt que de valoriser que du cabillaud, par exemple, ça lui permet de valoriser vraiment tout ce qu'il a ramené et pas que ça reparte dans d'autres circuits de distribution ou que ce soit pas vendu et que ce soit gaspillé. À certaines périodes de l'année, particulièrement en hiver, le nombre d'espèces souvent méconnues des consommateurs peut être très important dans ce port de la façade atlantique. Ici, à Boulogne, il y a plus de 70 espèces qui sont débarquées et qui sont consommables. Et donc, du coup, c'est inciter le consommateur à vraiment être curieux et à aller goûter d'autres espèces. Cela fait à peine 30 minutes que le poisson est débarqué. Les marailleurs entrent en scène. Ces acheteurs sélectionnent rapidement le poisson sur lequel ils vont miser. Il faut faire vite, car le poisson frais n'attend pas. Du bateau à l'arrivée en Suisse, c'est la course contre la montre. De 24 à 72 heures suffiront pour que notre poisson frais passe du bateau à notre assiette. Vous regardez quoi? C'est quoi les critères? Vous regardez Qualité, taille et zone de pêche. Le moment où, le temps que le bateau passait en mer. Donc, mais là, il regarde la qualité essentiellement. Hein. Le temps qu'il passe en mer, ça a une importance pour Oui, bien sûr. Si un bateau passe 24 heures en mer, il est forcément plus beau que chez un qui a passé 72 heures. Donc voilà. Avant de prendre la route, il reste encore une étape cruciale. La criée, là où se fera le prix. Ici, on ne crie plus depuis longtemps. Cela fait 10 ans que l'on est passé au trading informatique. Sûrement moins exotique, mais peut-être plus efficace. Concentration, rapidité, c'est le cœur du business. Un clic et hop, c'est acheté. En à peine 8 minutes, les marailleurs boulonnais ont liquidé l'affaire. Une petite journée pour la plus grande criée française, à peine 30 tonnes de produits de la mer sur le marché aujourd'hui. Si une espèce connue se vend cher, les poissons délaissés, eux, restent souvent très bon marché. Réalité lointaine, souvent ignorée par les consommateurs. L'intérêt du consommateur, c'est de s'orienter vers des espèces qui sont justement les espèces à découvrir. Et de toute façon, il faut les valoriser. Donc c'est des espèces pour lesquelles les consommateurs n'ont pas forcément un attrait et du coup qui sont peu coûteuses, qui sont vendues moins cher. Encore faut-il savoir cuisiner ce genre de poisson. Même nous, les restaurateurs, on peut s'associer et vous proposer des produits recommandés par Mr Goodfish. Le label s'est entouré de centaines d'ambassadeurs du goût pour aider les consommateurs à ne plus appréhender l'inconnu. À quelques kilomètres, toujours sur la côte d'Opale, un maître en la matière, le chef de cuisine, Jackie Maz. C'est pour la brasserie, Vincent. Alors on fait le point. On a les macros tartare, le lieu, 1, 2, 3, 4 offres. Au filet, on a le pavé, pavé en cuisson. Et au restaurant, on aura 3 tartares. David, au restaurant, on aura 3 tartares à préparer. Tartare de merlan, oui. Impeccable. Voilà, c'est bon. Les radis. On a l'acidité, puis les radis, c'est très bien. Puis les asters qui arrivent par-dessus. Ici, on travaille la ressource locale. En plus du tartare de merlan, aujourd'hui à la carte, le rouget grondin. Souvent, c'est pas utilisé parce que c'est un poisson qui est pas. Enfin, moi, je l'adore, mais je veux dire, sur un étal, c'est pas aussi évident que ça pour pouvoir le travailler.
c'est des poissons qui sont, pour moi, nobles, mais pas nobles au sens du tarif aussi. Donc, il y a des poissons qui sont un peu oubliés. Donc, il ne faut pas hésiter à les faire demander sur les étals des poissonniers. C'est leur métier, ils aiment ça. Si on leur dit exactement le poisson qu'il faut travailler, chez soi, ils vont être contents de l'avoir sur l'étal, quoi. Sinon, on reste toujours sur les basiques, les plus connus, quoi. Vous voyez, cette partie-là. Il n'y a plus d'arête, il n'y a plus rien. Donc là, on va le poêler. Pareil, un filet d'huile d'olive. C'est le temps de faire chauffer l'huile, de mousser le beurre. C'est comme un steak. Vous allez voir, on va faire une petite coloration. C'est très facile à faire, c'est extrêmement rapide. On a toujours un œil dessus. Filet Grondin, façon Jacques Imas. Bon voilà, on ajoute une petite julienne de poireaux. Les poireaux, ça me fonctionne très très bien avec le poisson. C'est du bonheur tout ça. Voilà. Petite moule, poireaux. Après, à la maison, il faut que ça soit une cuisine généreuse. Reste plus qu'à dresser les filets de Grondin, accompagnés de pommes de terre écrasées à l'astère maritime, spécialité de la baie de Somme. Juste ce qu'il faut pour sublimer nos filets. Vous voyez, donc c'est sympa comme ça. Et puis là, cette recette-là, vous la faites à la maison. C'est une recette à la maison. Vous voyez, vous avez toutes les bases, ça va très vite à faire. Vous invitez vos amis. L'idée, c'est de parler du produit, des produits du territoire, et puis de rassembler, quoi. Le bonheur, c'est ça. Des recettes comme celle-là, il en existe des dizaines chez Mr. Goodfish. Mais pour Jacques Imas, ce label, c'est surtout et avant tout un outil. Vous savez, quand il y a un repas qui se fait 3 mois plus tard parce que les gens ont réservé, eh ben, je me sers du tableau de Mr. Goodfish et je me dis à cette époque-là, on aura ce poisson-là, on aura ça, ben, je pourrais vous le proposer. Et dans les écoles aujourd'hui, ça fonctionne comme ça aussi pour beaucoup de chefs que je côtoie. Donc voilà, Mr. Goodfish, c'est un aide cuisinier, enfin c'est un aide de travail dans la cuisine, mais c'est surtout aussi un support pédagogique pour le grand public. Reste une question. Pourquoi créer encore un nouveau label dans le monde du poisson durable? Sustainable fishing reduces environmental impacts, leaves more fish in the sea and harms fewer marine animals. Depuis quelques années, le Marine Steward Council, plus connu sous le logo MSC, a inondé le marché. Mais il est de plus en plus critiqué par beaucoup d'associations de défense de l'environnement. La plupart des labels internationaux, justement, vont aller recommander des espèces à fort attrait commercial ou qui sont des très gros volumes, de la grosse pêche, on va dire, alors que avec Mr. Goodfish, on se positionne justement sur des plus petites espèces, des espèces plus côtières, et donc par façade maritime. On peut très bien aller recommander une espèce en Bretagne Sud ou Golfe de Gascogne, et ne pas recommander cette espèce-là en mer du Nord. Comme tous les jours, dans le ventre du port de Boulogne-sur-Mer, le marché aux poissons des petits pêcheurs. Avec ça, monsieur. Prête à cuire aussi? Les 2 pots, la tête est vidée. Ici, on en connaît un bout sur le monde de la pêche. Ici, les saisons, on connaît. Oui. Les cahiers vidés? Oui. Pourquoi est-ce que le muselet, par exemple, est beaucoup moins cher que le bar? Parce que c'est un poisson qu'il faut plus assaisonner que le bar. C'est pour ça? Ouais. Ah bon? Moi, je fais exactement pareil qu'avec le bar. C'est vrai? Ah oui. Pas plus ni moins de... non. Pareil, vous le faites au four? Tout à fait. Ouais. Le bar est un peu plus fin. Ça se mange, mais Un moi, peu je préfère plus quand même fin. le bar, ouais. Oui, mais c'est autre chose. Mais franchement, ça change. En plus, ça change. Voilà. Quand on aime le poisson, on aime tous les poissons. Hein? Voilà. Au revoir. Bonsoir Isabelle Jiménez. Bonsoir. Vous aimez tous les poissons, vous? Dans l'eau, vivant, oui. Dans l'eau vivant, moins dans l'assiette. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des produits de la mer au sein du WWF et vous êtes là avec nous ce soir pour nous aider à décrypter les informations sur les types de pêche qu'on trouve sur les emballages. D'abord, pour commencer, pourquoi est-ce que c'est important de savoir comment un poisson a été pêché? Alors, effectivement, c'est très important parce que
Il n'y a pas que le stock à regarder si le stock de ce poisson a été surpêché ou pas. Il faut aussi regarder l'impact de la méthode de pêche. Différentes méthodes de pêche ont des impacts différents sur le poisson qu'on essaie de pêcher, sur les autres espèces de poissons qui peuvent se prendre dans le filet et aussi sur l'environnement marin, le fond marin par exemple. Alors on va être le plus concret possible. Ouais. Ici, on a trouvé quelques produits dans les commerces pêchés au chalut. On a du merlu, du lieu et du cabillaud. En quoi est-ce que ça peut être problématique? Alors, le chalut, c'est un filet en forme de poche, en fait, conique, qui est donc remorqué par un bateau et qui ramasse tout sur son passage, en fait. Donc, après, il y a des impacts différents si c'est un gros chalut industriel ou un plus petit chalut, comme par exemple dans votre reportage. Mais le problème du chalut, c'est vraiment qu'il peut y avoir beaucoup d'autres poissons qui sont pris, qui ne sont pas visés à la base. Et ça impacte les autres populations. Alors, on a pris également du thon et puis du cabillaud, à nouveau, sur lesquels c'est écrit ligne ou ligne et hameçon. On voit même un petit pêcheur là, avec sa canne à pêche et puis un poisson. Ça a l'air tout à fait bénin. Oui. Alors, il y a une autre catégorie générale, hein, la ligne et hameçon. Légalement, ça doit figurer sur les produits. Le problème, c'est que c'est une catégorie très générale. Donc, il y a plusieurs sortes de lignes et hameçons, en fait. Alors, il y a la canne à pêche avec la ligne et l'hameçon au bout. On attrape un poisson après l'autre. C'est très, comme on dit, sélectif. On peut sélectionner la taille, l'espèce, l'individu du poisson. Et puis, il y a l'autre catégorie. En fait, c'est la palangre. Et voilà, ça, sur celui-ci, par exemple, c'est écrit palangre. Oui, voilà. Donc, une palangre, surtout utilisée en pêche plutôt industrielle et beaucoup pour le thon, ça peut être très, très long. C'est de 50 à 100 km de long. C'est une ligne qui fait Genève-Lausanne, en fait, avec 1000 à 2000 hameçons dessus. Et ça, c'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout les mêmes impacts. Il y a beaucoup d'autres poissons et d'autres créatures, enfin d'autres espèces qui se font prendre, d'autres animaux. Ça peut être des tortues, des requins, des raies et aussi beaucoup d'oiseaux marins. Il y a des populations d'albatros qui sont beaucoup touchées par ça. Donc il faut faire attention, il faut être attentif aux informations complémentaires qui peuvent être données. C'est la même chose dans cette catégorie-là. Hein. On a pris des boîtes de maquereaux, de harengs, d'anchois qui ont été pêchés avec des filets tournants et soulevés. Et là, pour vous, c'est alerte rouge. Alors, ça peut aussi être problématique, c'est beaucoup les scènes coulissantes et c'est donc un filet qu'on déploie comme un mur, on encercle le poisson, un banc de poisson, puis on le referme par en bas et on peut tout rafler. Alors si on a identifié un banc de poisson qui a que ça, c'est assez sélectif, on prend que ça, sauf qu'on en prend beaucoup d'un coup. Le problème, c'est quand c'est utilisé en même temps que ce qu'on appelle des dispositifs de concentration de poissons, c'est comme des radeaux en fait qui flottent et puis les poissons naturellement ils se regroupent dessous. Et quand on utilise ça puis qu'on arrive avec la scène coulissante, en fait, on prend beaucoup d'autres espèces aussi. Oui, et parfois, c'est indiqué également, scène coulissante, comme par exemple sur ce produit-là. Merci beaucoup, Isabelle Jiménez, pour toutes vos explications. Très bonne soirée à vous. Merci. Et puis, pour tous ceux qui veulent savoir précisément quelles variétés sont plus ou moins recommandables, eh bien, il y a le guide du VVF sur lequel vous travaillez, que vous pouvez consulter en ligne ou via l'application dédiée. Et le poisson, eh bien, c'est une industrie qui ne fonctionnerait pas sans la surgélation. Notre équipe a poussé la porte d'une usine dans laquelle on s'affaire à moins 18 degrés. Retour sur la côte d'Opale. L'économie du port de Boulogne-sur-Mer, ce n'est pas seulement les bateaux de pêche, mais c'est surtout une énorme zone industrielle. Capécure, l'un des plus grands centres européens dans le monde du poisson. Ici, la majorité n'arrive pas par la mer, mais par camion. Dans ces usines, on lève les filets, on emballe, on coupe et surtout, on valorise les produits congelés. Des produits qui arrivent chaque jour du monde entier. Alors ici, on est sur le bassin Loubet, sur la place de Capécure. On est juste à côté de la criée et à côté d'un de nos entrepôts qui sert à la débarque du poisson congelé qui vient du nord de l'Europe, Norvège, Islande, les îles Faroe pour tout ce qui est poisson blanc, la Norvège pour tout ce qui est saumon principalement, un petit peu de poisson blanc cabillaud. Et ensuite, le poisson vient des grandes places de pêche mondiales,
Donc les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud et la plateforme asiatique. Bienvenue dans un des nombreux congélateurs géants de Boulogne-sur-Mer. Vous me suivez? On va aller en chambre à moins 18. On peut vous suivre? Alors pas tout de suite. Je vais d'abord prévenir de notre entrée en chambre, sécuriser les choses, et puis après je vous rappelle et vous viendrez avec moi. Ici, on ne lésine pas avec la sécurité. Maintenir la chaîne du froid 24 heures sur 24, 365 jours par an, c'est un défi permanent. Les employés eux-mêmes doivent faire une pause chaque 45 minutes dans ce royaume glacial du poisson mondialisé. Alors ça repart principalement sur l'Europe, alors sur le territoire national français, et ça peut repartir partout en Europe, type la Belgique, la Hollande, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Voilà, c'est les grandes places de destination de la marchandise qui est stockée ici. Des milliers de tonnes certes, mais aujourd'hui pas forcément beaucoup de diversité. Là derrière on a du saumon, on en a là ici. On en a là derrière, dans les grandes boîtes en carton. Là, on a tout ce qui est parure de saumon et de dorade. Là-haut, on a du colin d'Alaska. Et enfin, on doit avoir du saumon du Pacifique qui doit être garé un peu plus au fond par là. Ici, c'est donc un peu la gare de triage du poisson congelé. Mais la vraie spécialité de la région de Boulogne-sur-Mer, c'est surtout la transformation de la matière première. Comme ici, à quelques encablures, chez Conegan. Aujourd'hui, on emballe des mollusques et des crustacés congelés en sachets portions. Dans ces locaux, on travaille dans une atmosphère à plus 5 degrés. Comment maintenir une chaîne du froid à une telle température? On récupère les produits à moins 25 en fait. Quand ils ressortent, ils sont autour des moins 18. Donc il reste toujours à l'état congelé. Là, il va partir, il est encore à l'état congelé. Il est dans le carton, il est encore à l'état congelé. Et il sera remis au frigo à moins 25 à l'état congelé. Donc il faut faire vite. Bien sûr. Le temps de production est assez court pour permettre au produit de ne pas remonter en température de façon à altérer sa qualité. Le même processus pour maintenir la chaîne du froid est donc pratiqué, quelle que soit l'activité du groupe. Comme ici, la découpe de filets de saumon surgelés en portions standardisées. Ou encore ces cubes de poisson pour la restauration rapide. Là, vous allez retrouver toutes nos différentes lignes de production. Hein. Chaque ligne de production a sa spécificité en termes de type d'emballage. Donc aujourd'hui, on a 13 lignes de production, mais tout ne tourne pas tous les jours. Okay, tout dépend, nous on est prestataires de services, tout dépend du besoin de nos clients. Découper, scier, calibrer, emballer des tonnes de poissons et de crustacés congelés n'est pas un processus simple, et c'est très cher. Mais pourquoi un tel engouement de l'industrie de la mer pour un tel système? Cette activité de surgélation, elle est importante parce qu'il y a parfois des distorsions entre l'offre et la demande sur le marché du frais. Et ce serait extrêmement dommage de ne pas trouver de marché pour les produits pour lesquels il n'y a pas tout simplement de clients à certaines périodes de l'année. C'est un marché pénurique et donc cette protéine, elle est importante. Et donc si elle n'est pas consommée au mois de mars, elle peut être consommée avec une qualité intrinsèque impeccable au mois de septembre en surgelé. Bon, d'accord pour le raisonnement économique. Mais revenons à la base. Comment congèle-t-on un poisson dans le monde industriel? Ce qu'il faut savoir, c'est que la congélation se passe avec un air ventilé, en fait, ce qui permet de faire redescendre la température des produits de façon extrêmement rapide. Ici, vous retrouvez la sortie du tunnel de congélation, dans lequel on va insérer nos chariots. Donc vous retrouvez une porte à l'entrée, donc l'entrée est à l'opposé, et les chariots, on va les rentrer et les sortir par ici, tout simplement.
Et donc vous avez du froid qui est ventilé, qui est généré et ventilé de chaque côté pour permettre la surgélation et la congélation du produit. Entre l'entrée et la sortie, quelle température, combien de temps? On est sur une température donc à moins 35 degrés. Okay, et le temps va varier de 20 minutes à 2 heures en fonction de la taille du produit. Essayons encore d'affiner nos connaissances en congélation ou plutôt en surgélation. Départ vers un laboratoire indépendant situé lui aussi en plein cœur du port de Boulogne. Première question, pourquoi la congélation industrielle se fait-elle à de telles températures ? Quand on congèle chez soi, la congélation, elle se fait dans son congélateur ménager et du coup, c'est un petit peu lent. Alors que chez les professionnels, la congélation, elle est rapide, c'est-à-dire qu'en fait, le poisson, il descend en température rapidement. Et l'intérêt de cette congélation rapide, de cette descente rapide en température, c'est que ça préserve mieux les qualités organoleptiques du produit. Restent deux pratiques de congélation qui paraissent un peu surprenantes. D'abord, le glaçage. Je pense que chez vous, vous avez dû faire l'expérience. Quand vous laissez un produit au congélateur trop longtemps, déjà, il y a du givre et puis il brûle par le froid. Et donc, le glaçage, ça consiste à, une fois que le produit est congelé, on va le tremper dans de l'eau, où on pulvérise de l'eau dessus, pour créer une espèce de pellicule autour du produit qui va le protéger de la déshydratation pendant l'entreposage à l'état congelé. Donc, en résumé, le glaçage est positif pour le consommateur, à condition que l'eau ajoutée soit déduite du poids du produit. Reste une technique beaucoup plus contestable, le trempage, consistant avant congélation à ajouter à l'intérieur des fibres du poisson de l'eau, soit en trempant ou carrément par injection, pour augmenter simplement artificiellement le poids de nos filets de poisson. Difficile même pour une scientifique indépendante d'aborder ce sujet. Ces techniques consistent à ajouter de l'eau dans le produit. Voilà, Pourquoi pour augmenter donc son poids, sachant que ce sont des pratiques qui sont tout à fait, qui sont autorisées. Si le fabricant le déclare, le mentionne en fait. C'est-à-dire qu'un filet de cabillaud dans lequel on a ajouté de l'eau, eh bien on ne va plus l'appeler filet de cabillaud, mais préparation de filet de cabillaud avec eau ajoutée. Si le consommateur suisse n'accepterait jamais que l'on mouille son vin, pourquoi l'accepterait-il quand il s'agit du poisson de mer ? D'ailleurs, les législations européennes et suisses restent très imprécises sur les questions du trempage. Alors, y a-t-il de l'eau ajoutée dans les poissons de nos commerces? Eh bien, pour le savoir, nous avons testé une vingtaine de filets congelés achetés en Suisse romande. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Alors, vous avez des résultats tout à fait intéressants, mais avant cela, quel est le standard pour savoir s'il y a trop d'eau ajoutée dans un poisson? Alors là, pour ce test, on se base sur des recommandations françaises de Fraude Filet et du guide du mareyeur. Ce ne sont pas des normes impératives, mais plutôt un guide de bonnes pratiques à respecter. Et pour commenter les résultats de notre test, Yann Berger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chimiste cantonal neuchâtelois. Alors, en Suisse, en matière d'eau ajoutée dans le poisson, est-ce que tout est permis? Alors, en fait, il n'y a pas d'interdiction de rajouter de l'eau dans un poisson. C'est vrai que généralement, pour retenir cette eau, on ajoute encore des additifs et ça doit être clairement mentionné sur la composition du produit. Donc, pas d'interdiction, mais ça doit figurer correctement sur l'emballage. Oui, exactement, pour que le consommateur soit informé, puisse faire ses choix. On va voir que ce n'est pas toujours le cas, mais Stéphane, on commence par les poissons avec lesquels il n'y avait pas de problème. Oui, 9 poissons sont parfaitement en ordre. C'est du Pangasius et du cabillaud achetés chez Denner, Migros, Coop et Alligro. On trouve aussi des poissons tout à fait conformes dans des magasins à Genève, Steven Shop et Goût Portugais par exemple, ou à Lausanne chez Luzemo et au Dragon d'Or à Fribourg. Et puis, on a
5 échantillons sur 20, 5 échantillons quand même, dans lesquels le laboratoire a trouvé de l'eau ajoutée en quantité trop importante. Voilà, c'est ce qu'on appelle le rapport entre l'humidité et les protéines dans le poisson. Il est trop élevé pour les filets de saumon du Pacifique de Aldi, 3% selon les calculs du laboratoire, donc un soupçon de trempage, on va dire. Soupçon de trempage aussi pour du Pangasius M-Budget Migros, 4% d'eau en plus. Et puis un dos de cabillaud de Fresca Alima à Fribourg, avec 10% d'eau suspecte. Et bien sûr, rien d'indiqué sur les emballages. Rien d'indiqué, ça, Yann Berger, est-ce que c'est correct ? Alors, s'il y a réellement eu trempage du produit, non, il devrait y avoir en fait une indication, effectivement, qu'on est sur une préparation de poisson qui contient de l'eau. Et puis, d'autant plus, si on a encore rajouté des additifs, ces additifs doivent être clairement nommés dans la liste des ingrédients. Alors, on va passer maintenant à deux échantillons sur lesquels il est indiqué qu'il y a de l'eau ajoutée. Et pourtant, ces deux poissons-là sont aussi problématiques. Pour quelle raison, Stéphane ? Oui, alors c'est le cas pour celui acheté au petit marché de Cours à Lausanne. Il est indiqué qu'il y a de l'eau ajoutée. Il est indiqué au dos, en tout petit, 9% d'eau ajoutée. Mais le labo, malheureusement, en trouve 40% de l'eau, donc, et des additifs qui confirment la présence d'eau, c'est-à-dire du E450 et 451 qui servent à la rétention d'eau. C'est aussi le cas chez Tuang à Genève. Indication sur l'emballage, 20% d'eau ajoutée. Le labo en mesure bien plus, 46%. Et puis on retrouve les mêmes additifs. Yann Berger, plus de 40% d'eau dans un filet de poisson, des additifs pour retenir cette eau. Est-ce que là, on est encore en train de manger, d'acheter du poisson ? Là, clairement, c'est clair qu'on va payer pour le prix du poisson une bonne partie d'eau, ce qui n'est pas interdit, mais effectivement, les indications qui se trouvent sur l'emballage doivent correspondre à la réalité. Donc, si un produit a effectivement plus d'eau, on devrait mettre clairement la quantité réelle d'eau contenue dans le produit. Alors, le prochain échantillon que nous avons, alors il est correct à ce niveau-là. C'est indiqué 40% d'eau ajoutée. Le laboratoire en a trouvé 37%, donc pas de problème. Par contre, il y a un autre souci, Stéphane. Oui, alors bien sûr, on s'est aussi intéressé au poids de tous ces poissons, le poids net, sans le glaçage, le glasurage. On en a trouvé 8 qui ont un poids net plus petit que ce qui est indiqué sur l'emballage. Je commence par les petits écarts. 8 grammes pour un Pangasius lausannois chez Sesai Market, 15 grammes en moins donc pour un Pangasius genevois chez Inside Africa, 20 grammes de thon manque au compteur au marché Istanbul à Fribourg, 22 grammes dans des filets de carlet à la Migros. Ensuite, on passe à 23 grammes qui sont absents dans du Pangasius chez Tuang à Genève, 26 grammes de différence de poids pour du cabillaud chez Aldi, 30 grammes ensuite, donc toujours par rapport au poids net, qui font défaut chez Lidl, et enfin 46 grammes de différence pour de la morue fribourgeoise chez Fresca Alima. Alors évidemment, l'importance des variations, elle dépend du poids total, mais si on prend le dernier exemple, 46 grammes en moins sur 358, ça fait quand même 13% de moins que ce qu'on pense avoir acheté. Yann Berger, est-ce que ces variations-là, elles sont autorisées ? Alors, normalement, dans cette plage de grandeur pour le produit, on peut avoir un maximum en fait, de différence de 3% pour le produit, ce qui fait qu'effectivement, 13% serait en fait une valeur trop importante. Ce qu'il faut savoir, dans les mesures officielles, ça se fait également sur plusieurs échantillons pour avoir une moyenne, en fait, parce qu'il y a quand même des autorisations pour avoir un poids un peu inférieur, mais dans la moyenne, on doit avoir quelque chose qui respecte la loi. Visiblement, en tout cas, dans ce cas-là, on était bien au-delà. Stéphane, vous avez contacté les commerces qui vendaient les produits sur lesquels on a détecté des problèmes. Que vous ont-ils répondu ? Alors, pour le marché Istanbul à Fribourg, il précise qu'il n'est que revendeur et pas chargé de vérifier lui-même les ingrédients des produits de son fournisseur. Et le fournisseur, en l'occurrence Yupik, de son côté, indique que la teneur en eau du produit peut varier avec le temps. Du côté de Coop, Lidl et de la Migros, on nous indique que le poids se trouve dans la plage de tolérance autorisée. Merci beaucoup à vous deux pour vos explications. Très bonne soirée. Bonne soirée. Et le résultat détaillé de ce test est déjà en ligne, comme toujours sur notre site abe.ch. Vous êtes informés, à vous de choisir. Et une histoire de facture maintenant. Un de nos téléspectateurs a eu la mauvaise surprise de trouver dans sa boîte aux lettres un bulletin de versement pour une taxe de 1997. Alors, que faire face à cette vieille créance ? Le récit de Charles Reinmann.
C'est dans les Alpes vaudoises et plus récemment à Châteaudet, dans le pays d'en haut, que Peter Pfeiffer s'est établi il y a 22 ans. Début mars 2022, il reçoit une lettre de Lutry, son ancienne commune. Alors voilà, je me suis réjoui d'ouvrir cette lettre, d'avoir des nouvelles de ma commune. Et puis qu'est-ce qu'il y a dedans? Une lettre du boursier communal qui me réclame une taxe pompier due dans les années 90, pour lesquelles la commune de Lutry a reçu un acte de défaut de biens, puisque j'ai fait une faillite privée. J'ai secoué la tête, j'ai dit mais c'est pas possible. Un acte de défaut de biens, ça a une péremption aussi. Certaines communes prélèvent une taxe pompier auprès des contribuables en âge de servir qui sont exemptés du service du feu. Acte de défaut de biens, péremption. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, rendez-vous est pris avec Grégoire Geisbuller, un avocat genevois spécialisé dans le recouvrement des créances. Alors c'est un cas particulier en matière de poursuite pour dette et faillite si vous avez ce qu'on appelle un acte de défaut de biens, c'est-à-dire qu'on est arrivé au bout d'une procédure de poursuite ou de faillite et qu'il n'y avait pas assez d'argent pour désintéresser le créancier. Le créancier reçoit ce qu'on appelle un acte de défaut de biens. Et cet acte de défaut de biens permet de continuer de réclamer de l'argent au débiteur pour une durée maximale de 20 ans. Ici, l'acte de défaut de biens a été envoyé fin janvier, début février 2000. Et donc, la créance se prescrit 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, nous sommes fin janvier 2020. À ce moment-là, la créance est prescrite, la commune ne peut plus la réclamer en justice. Aujourd'hui, en 2022, la commune ne peut pas forcer le téléspectateur à payer. Comment s'imaginer une commune vous réclame de l'argent 20 ans plus tard, sans avoir rien entendu entre deux? Donc c'est clair, ils auraient pu très bien, au bout de 19 ans, remettre une poursuite en route pour ce faire, pour obtenir un nouvel acte de défaut de biens qui serait de nouveau valable maintenant. Mais la méconnaissance d'un boursier communal des lois, notamment la loi sur les poursuites, je suis très surpris. C'est un abus, donc il m'a présenté un faux papier, un papier qui n'a plus aucune valeur. Ce qui était désagréable, c'est que la lettre finissait par si vous n'obtempérez pas, on transmettra cela à une entreprise spécialisée dans le recouvrement qui sera certainement moins complaisant. Moi, c'est de la menace, c'est de l'intimidation, et je trouve que c'est malhonnête de la part de l'administration. D'autant que le retraité ne roule pas sur l'or. Alors c'est clair, pour certaines personnes, ça vaut rien. Pour moi, cette somme de 108 francs représente une semaine de consommation et de dépenses. Je vis avec 2745 francs par mois. Mais j'ai aussi 1200 francs de loyer. La tresse, je n'ai eu fait quand j'avais mes propres commerces. Et puis, depuis que j'ai plus de sous, depuis que je suis pauvre, je fais mon pain moi-même, ça fait 6 ans. Je dépense environ 10 francs par année dans une boulangerie. Et tout le reste, je fais moi-même. La vie de Peter Pfeiffer est un parcours en dents de scie. À 40 ans, il divorce et fait faillite. Il se remet en selle et traverse les Alpes pour vendre des spécialités vaudoises et fribourgeoises sur les marchés du Tessin. Une activité qu'il va exercer durant 15 ans. À 59 ans, un pépin de santé l'oblige à s'arrêter, un coup dur de plus. Alors voilà. Ce qui est encore plus gênant, c'est que 3 mois plus tard, malgré que je leur ai écrit le 6 avril, au boursier et à la municipalité, ils ont estimé que je ne méritais aucune réponse, aucune reconnaissance de leurs propres erreurs. C'est désagréable. Donc, moi, ça m'a réveillé des mauvaises périodes. Donc, voilà, c'est clair, je fais partie des gens, comme beaucoup, qui ont des cicatrices. Mais si les communes commencent à réveiller nos cicatrices, c'est pas beau. Alors, pour ma part, je suis assez étonné d'une part de la longue mémoire de la commune.
Le délai de 20 ans, il a été instauré également pour qu'au bout d'un moment, les affaires du passé restent les affaires du passé, qu'on ne puisse pas éternellement revenir. Donc ici, j'imagine que la commune a fouillé dans ses archives, a trouvé qu'il y avait encore quelques dettes qui restaient impayées. À elle de voir si elle voulait les réclamer, mais elle aurait dû faire attention à ce délai de 20 ans. Eh bien voilà, Lutry, ma commune d'enfance, ma commune de cœur, une de mes communes de cœur, j'en ai plein. Et voilà où j'habitais. J'habitais 35 ans, cette commune. Et il est vrai que 22 ans absent, et au bout de 22 ans, reçu une facture, ça m'a rendu plus que triste. Le municipal de Lutry, responsable du dossier, nous a répondu, je cite, « Nous avons envoyé un courrier à tous ceux qui avaient de vieilles créances auprès de la commune. Celle-ci n'est peut-être plus due légalement, mais elle l'est moralement et nous devions l'envoyer par souci d'équité. » Bonsoir Rémi Kamerman. Bonsoir. Plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes juriste au Centre social protestant à Genève. Alors, d'une manière générale, une créance, au bout de combien de temps est-ce qu'elle n'est plus due ? Alors, ça dépend de la nature de la créance. Dans le Code des obligations, la règle générale, c'est 10 ans. Mais il est assorti de toute une série d'exceptions, d'autres types d'obligations qui se prescrivent par 5 ans, comme les loyers, les pensions alimentaires, les salaires. Toutes les prestations périodiques sont prescrites par 5 ans. Et puis ensuite, il y a des règles dans beaucoup de lois différentes de droit public. Les impôts à Genève, c'est 5 ans, mais l'impôt fédéral direct, c'est 10 ans, par exemple. Donc, c'est un sujet assez touffu et assez compliqué. Un des éléments, un des postes qui est parfois compliqué pour certaines personnes et qui engendre un nombre de factures, de dettes importants, c'est celui de l'assurance maladie. Là, au bout de combien de temps est-ce que les factures s'éteignent ? Alors, théoriquement, je dis théoriquement parce que ça n'arrive jamais, elles s'éteignent après 5 ans. Mais ce n'est qu'à la condition que le créancier ne fasse rien, ce qui n'arrive jamais en matière de caisse maladie. Oui, c'est ça, parce que vous avez évoqué des délais, mais en réalité, le créancier peut très facilement relancer, rouvrir ces délais. Comment est-ce que ça marche ? Exactement. La prescription, ce n'est pas une période après laquelle la dette disparaît, c'est simplement une période où la dette finit par disparaître si le créancier n'agit pas. Mais si le créancier agit, s'il relance son débiteur, notamment s'il fait une poursuite ou une action en justice, chacune de ces actions va relancer le délai de prescription à 0. Donc on repart chaque fois pour un délai de prescription entier. Donc en fait, techniquement, la dette peut rester ouverte ad aeternam. Exactement. Exactement, et comme on l'a vu dans le reportage, si la poursuite n'a pas abouti, si un acte de défaut de bien, on a un délai de prescription de 20 ans, mais qui, de nouveau, est un délai qui peut être annulé par une nouvelle poursuite qui aboutira à un nouveau délai de 20 ans. Donc, en d'autres termes, les dettes peuvent être éternelles. Oui, donc c'est vraiment exceptionnel que celles-ci disparaissent. Il faut vraiment avoir un créancier qui ne suit pas tellement ces dossiers. Merci beaucoup Rémi Kamerman. Très bonne soirée à vous. Merci.